organiserons donc aujourd'hui un débat avec Monsieur François Écaillé que je laisserai se présenter sur quel, quel diagnostic peut-on porter sur la trajectoire économique et budgétaire de la France et par la suite donc sur les pistes les plus crédibles pour réduire durablement la dette publique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis un expert sur les sujets propres à la fraude fiscale et à la fiscalité. Et j'essaye de proposer une solution qui est basée principalement sur les nouvelles technologies. Donc, je vais laisser François Caillé nous donner son diagnostic donc, sur la trajectoire économique et budgétaire de la France et sur le diagnostic actuel qu'il fait. À vous la parole. Bonjour. Alors d'abord, oui, comme vous m'avez dit, merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui à m'exprimer devant vous. Je commence peut-être juste par me présenter. Voilà, j'ai fait ma carrière, j'ai travaillé d'abord, il y a déjà bien longtemps, pendant une quinzaine d'années au ministère des Finances, dans une direction qui s'appelait à l'époque la direction de la prévision, qui aujourd'hui a été fusionnée avec la direction du Trésor et qui, comme son nom l'indique, faisait des prévisions du gouvernement, mais aussi faisait du conseil et de l'analyse sur tous les sujets de politique économique. Et moi-même, j'ai été un moment, quelques années, le sous-directeur finances publiques, ce qui veut dire que je faisais les prévisions de finances publiques du gouvernement. Et puis après, j'ai été intégré à la Cour des comptes. J'ai fait quelques années un travail normal de conseiller à la Cour des comptes en contrôlant des administrations, des entreprises publiques. Et puis après, j'ai été notamment chargé de rédiger le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques. Puis j'ai été membre du Haut Conseil des finances publiques et depuis 10 ans maintenant, je me suis mis juridiquement en disponibilité de la Cour pour créer une petite association, FIPECO, qui est connue pour son site internet www.fipeco.fr, où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez savoir sur les finances publiques, au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc la situation des finances publiques. Alors d'abord, je veux quand même préciser que quand on parle de déficit public, de dette publique, de dépenses publiques, tout ça c'est déficit, la dette, des dépenses de l'État, mais aussi en fait de ce qu'on appelle en comptabilité nationale, des administrations publiques, c'est-à-dire c'est non seulement l'État, mais c'est aussi la sécurité sociale, les collectivités locales, et puis des centaines, milliers même d'organismes qui sont contrôlés par l'État ou des collectivités locales et qui sont financés principalement par des subventions ou par des impôts affectés. Voilà, donc les administrations publiques, c'est tout ça. Le déficit, public, c'est le déficit de l'ensemble. Et l'année dernière, pas l'année dernière, en 2024, le dernier point, les derniers résultats connus, c'est 2024. Parce que 2025, on est encore dans la prévision. On aura les résultats fin mars. L'INSEE les publiera fin mars. Donc 2024, le déficit public, il était d'un peu plus de 160 milliards d'euros. Alors, quand on veut après faire des comparaisons dans le temps et puis avec d'autres pays, il ne faut pas se contenter de raisonner en euros. Donc les économistes ramènent ça au produit intérieur brut, le PIB, parce que c'est la somme des valeurs ajoutées, de ce qu'on produit chaque année. Donc ça donne une idée de la taille économique d'un pays. Et puis, le PIB, c'est aussi la somme des revenus. Donc, c'est aussi l'assiette sur laquelle on va prélever des impôts et des cotisations sociales. C'est la capacité de prélever, d'une certaine façon. Voilà, donc si on ramène ça au PIB, ça faisait 5,8% du produit intérieur brut en 2024. Et ça nous situait au troisième rang de l'Union européenne. Devant nous, il y a la Pologne et la Roumanie, deux pays, mais qui sont beaucoup moins endettés que nous. Parce que nous, on avait aussi une dette fin 2024, une dette publique qui était de 3 300 milliards d'euros. Et ça faisait à peu près 113% du produit intérieur brut. Et ça nous situait à nouveau au troisième rang, mais alors derrière, cette fois, derrière la Grèce et l'Italie.
Il n'y a pas si longtemps, il y avait d'autres pays devant nous, hein. Il y avait notamment le Portugal, l'Espagne, la Belgique. Donc, notre situation s'est dégradée par rapport aux autres pays européens ces dernières années. Alors, la dette publique, ça résulte de l'accumulation du déficit depuis la nuit des temps. Et donc, pour comprendre un peu comment nous en sommes arrivés là, ben, il faut regarder d'abord comment a évolué le déficit public sur très longue période. Ben, on peut regarder depuis les débuts de la Ve République. Et là, on voit que bah, d'abord, c'était un excédent au début, dans les années 60. Ça s'est transformé en un déficit avec le premier choc pétrolier. Et puis après, bah, c'est un déficit qui a augmenté à chaque fois qu'il y a eu une crise, une récession, un ralentissement d'activité. Ça, c'est normal parce que bah, quand il y a quand le PIB diminue, bah, les recettes, cotisations et impôts diminuent, alors que les dépenses, elles sont beaucoup plus inertes. Et puis, bah, donc le déficit se creuse et puis on rajoute en général des mesures de relance de l'activité, de soutien des ménages, des entreprises. Et ça, c'est normal, il faut le faire. Donc, le déficit augmente, c'est normal. Après, ce qui est moins normal dans le cas de la France, c'est qu'on a beaucoup de mal à le faire revenir au niveau antérieur. Et à le réduire. Et à peine l'a-t-on ramené au niveau antérieur ou tout juste que bah, nouvelle crise, nouvelle récession, il repart à la hausse, encore plus haut. Et donc, bah, on est sur une tendance croissante, voilà, l'évolution du déficit. Et puis la dette, c'est un peu pareil. Elle augmente à chaque fois qu'il y a une crise, un ralentissement d'activité. Et puis après, on arrive tout juste à la stabiliser, parfois à la réduire un peu. Et puis à ce moment-là, nouvelle crise, nouveau ralentissement d'activité. Et la dette repart à la hausse. Bon, il y a une autre façon aussi de voir les choses, c'est de se dire, bah, le déficit, c'est l'écart entre des dépenses et des recettes. Les dépenses publiques, à nouveau, si on regarde sur le très longue période, bah, on voit qu'elles augmentent plus vite que le PIB, que l'activité économique. Alors, elles augmentaient beaucoup plus vite jusqu'au milieu des années 80. Depuis, elles augmentent un petit peu plus vite, beaucoup plus modérément, mais quand même un peu plus vite sur longue période que le PIB. Donc on a des dépenses qui augmentent un peu plus vite. Si on décompose ces dépenses, on voit que ça vient essentiellement, cette hausse, ça vient enfin, essentiellement des retraites et de la santé. Les dépenses de fonctionnement, par exemple, bah, elles sont assez stables sur très longue période en pourcentage du PIB. L'investissement a un petit peu diminué. Tout ce qui est aide, subventions, etc., a un peu augmenté ces dernières années, mais pas beaucoup. Enfin, l'essentiel de la hausse, c'est quand même les dépenses sociales et notamment retraite et santé. Donc les dépenses augmentent un peu plus vite que le PIB. Les recettes, c'est essentiellement des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts et des cotisations sociales. Et bah, si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on ne change pas la législation fiscale et sociale, en moyenne, sur plusieurs années, les prélèvements obligatoires augmentent à peu près comme le produit intérieur brut, comme le PIB. Et donc, bah, si vous avez des dépenses qui augmentent un peu plus et des recettes qui augmentent comme le PIB, bah, mécaniquement, le déficit se creuse. Donc, il se creuse régulièrement. Bah, en général, en France, dans ces cas-là, à un certain moment, on augmente les impôts. On augmente les impôts et cotisations sociales. Donc, on fait remonter le taux des prélèvements obligatoires. Et puis, quelques années après, on trouve qu'il y a trop d'impôts et de cotisations sociales pour des raisons plus ou moins bonnes. Ben, on les diminue. Donc, on a eu des périodes de baisse des prélèvements obligatoires. Donc là, et puis après, on voit que le déficit se creuse et on les réaugmente. Voilà, donc on joue un peu au yo-yo depuis quelques dizaines d'années avec les prélèvements obligatoires. Là, on vient de terminer une phase de baisse puisque dans la période Macron, voilà, on a baissé ses prélèvements de 50 à 60 milliards d'euros et on est entré dans une nouvelle période de hausse qui a commencé en 2025. Euh,
Donc, et au total, si à nouveau on se compare aux autres pays, eh ben, on voit que cette hausse des dépenses publiques en point de PIB, elle nous situe aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024 toujours. En 2024, on est au deuxième rang de l'Union européenne, derrière la Finlande. On fait la course en tête, en fait, avec la Finlande et le Danemark depuis déjà assez longtemps. Et pour ce qui est des prélèvements obligatoires, eh bien, on est les deuxièmes aussi de l'Union européenne, derrière le Danemark. Donc toujours, voilà, les mêmes. On est toujours les mêmes sur le podium, la France, le Danemark et la Finlande, malgré les baisses d'impôts de ces dernières années, hein. Donc, on partait de très loin quand même. On partait de la première place, mais on était assez haut par rapport aux autres. Donc nous en sommes là aujourd'hui. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on risque si la dette continue à augmenter? Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle continue à augmenter, hein. Si on ne fait rien, à nouveau, et là on a l'air bien parti pour ne pas faire grand-chose, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on maintient le déficit à peu près au même niveau, on ne touche pas aux prélèvements obligatoires, on laisse les dépenses augmenter, je dirais, en fonction des règles d'indexation, la démographie pour les retraites, ou pour ce qui est des dépenses de l'État et des collectivités locales, on les laisse continuer comme elles augmentaient ces dernières années, voilà, sur leur tendance, disent les économistes. Voilà, donc on ne fait rien, on prend quelques hypothèses raisonnables d'évolution des taux de croissance et des taux d'intérêt. On trouve assez facilement qu'on a une dette qui atteint 135% du produit intérieur brut au début des années 2030. Alors 135% du PIB, c'est le niveau actuel de la dette italienne. Sauf que la dette italienne, elle était déjà à 135% du PIB il y a 10 ans. Elle a augmenté, c'est normal, pendant la crise de 2020-2021, mais après, elle est revenue au niveau initial. Elle est stable, en fait, sur moyenne longue période. Donc, on va croiser les Italiens et puis après, on croisera les Grecs. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'avant que, voilà, je ne sais pas quand, le risque, il est toujours le même, c'est que les marchés financiers s'inquiètent, nos créanciers s'inquiètent, et à ce moment-là, ils vont augmenter les taux d'intérêt qu'ils nous demandent, s'ils font tous la même chose en même temps, ça ne fera qu'aggraver le problème. Et le risque, c'est qu'un jour, ils disent on arrête de payer. Alors, c'est un risque un peu théorique, parce que, heureusement, les défauts de paiement des États, ça arrive assez rarement. En général, les États discutent avec leurs créanciers. Le FMI est là pour mettre un peu d'huile dans les rouages de la négociation en apportant des fonds, mais ça se termine quand même toujours mal pour tout le monde. Pour les créanciers qui abandonnent une partie de leurs créances et pour les États qui sont obligés de faire des efforts qui leur sont imposés quand même très largement et qui peuvent être parfois très violents. Donc, il faut éviter ce risque. Mais aujourd'hui, pourtant, ce risque, il a l'air très loin parce que si on regarde les marchés financiers, on voit que nos créanciers, pour le moment, n'ont pas l'air d'avoir peur de ce risque. Le marqueur, l'indicateur des craintes de nos créanciers, c'est l'écart entre les taux d'intérêt auxquels nous empruntons ou empruntent d'autres pays et puis les taux d'intérêt auxquels emprunte l'Allemagne, qui est supposée être un pays sans risque. Cet écart, hein, le spread, comme disent les spécialistes, il a un peu augmenté ces derniers temps, mais il est resté très faible par rapport à ce qu'il avait été il y a une douzaine d'années lors de la crise des dettes de la zone euro, de l'Union européenne, vers 2011-2012. Il était à des niveaux beaucoup, beaucoup plus importants dans les pays comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et même la France. Alors, qu'est-ce qui est nouveau depuis cette époque? Ce qui est nouveau, c'est que on sait, les marchés savent que la Banque centrale européenne peut intervenir pour acheter des dettes publiques des pays de la zone euro et en quantité illimitée. Il a suffi que son président en 2012 dise qu'il avait les moyens d'acheter des dettes whatever it takes,
pour que les marchés se calment instantanément. Et aujourd'hui, bah, ils pensent que la BCE sera toujours là et qu'elle ne laissera pas les taux d'intérêt monter en France et encore moins la France faire défaut. Parce que bah, politiquement, aujourd'hui, un défaut de paiement de la France, c'est vrai que c'est inimaginable dans le contexte géopolitique actuel. On ne va pas rajouter une crise bancaire et financière à toutes les crises qu'on a autour de nous. Mais un jour, les marchés pourraient se rappeler que l'intervention de la BCE, elle n'est pas automatique. Normalement, elle ne peut le faire que si le pays en question respecte les règles budgétaires européennes. Ça, la France a toujours eu beaucoup de mal. Et puis, bah, une dette soutenable au sens des économistes, et soutenable au sens des économistes, ça veut dire qu'on est capable de montrer qu'on peut au moins la stabiliser en pourcentage du PIB, qu'elle ne dérape pas, elle est sous contrôle. On peut la stabiliser, alors ça peut être à 115 points de PIB, à 120, à 135 points de PIB comme l'Italie, mais on n'a pas une dette qui augmente indéfiniment comme ça en pourcentage du PIB. Et, et si on ne le fait pas, bah, la BCE peut, en principe, bah, nous imposer d'y arriver, comme elle l'a fait avec l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie, il y a une douzaine d'années. Et plus on va attendre, plus en fait l'effort qui va être nécessaire pour stabiliser la dette va être important. Et donc, bah, il faudrait, moi, à mon sens, pour éviter d'en arriver là et de se trouver dans la situation de dépendre de décisions qui seront prises à Francfort et on ne sait pas laquelle elle sera, on ne sait pas si la BCE nous soutiendra, quels efforts elle nous demandera. Bah, il faut mieux ne pas trop procrastiner et essayer de stabiliser la dette publique. Voilà où nous en sommes. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, Monsieur Ekaï. Je vais donner mon point de vue de mon côté. C'est qu'aujourd'hui, selon moi, le débat donc, français relatif à la dette publique se caractérise d'un côté par une oscillation permanente entre dramatisation rhétorique et relativisme complaisant. Et donc les métaphores de mon côté alarmiste, selon moi, tiennent mieux à une argumentation, tandis que les comparaisons internationales ou historiques sont parfois mobilisées pour diluer la singularité des déséquilibres nationaux. Or, la dette publique ne relève, du moins pour la France, ni d'une urgence apocalyptique, ni d'un faux problème technique. Elle constitue une contrainte macroéconomique structurelle dont la dynamique engage donc directement la souveraineté économique, la capacité de stabilisation conjoncturelle et la liberté stratégique de l'État. Plus fondamentalement, le débat demeure souvent partiel. L'endettement public est analysé comme une variable autonome, sans articulation suffisante avec l'ensemble des bilans macro-financiers de l'économie française, et notamment l'endettement privé des entreprises, dont la soutenabilité est, sous plusieurs aspects, plus exposée au retournement du cycle. On a donc une soutenabilité qui est immédiate et une vulnérabilité latente. Donc, à court terme, aucune tension systémique ne caractérise la situation française. L'État se finance aujourd'hui, l'État français, dans des conditions ordonnées. La profondeur du marché obligataire demeure élevée et les primes de risque restent contenues. Et donc, cette configuration traduit la persistance d'un capital de confiance attaché à la signature souveraine française et à son ancrage institutionnel européen. Le financement repose sur un mécanisme permanent de refinancement par lequel les titres arrivant à l'échéance sont remplacés par de nouvelles émissions. Et cette pratique n'est nullement pathologique, elle constitue la norme des dettes souveraines contemporaines. Sa soutenabilité dépend toujours d'un paramètre central, intangible mais décisif, la crédibilité perçue de l'émetteur. La situation actuelle repose implicitement sur trois piliers: la stabilité institutionnelle, la discipline budgétaire qui doit être obligatoire pour un État comme la France, et probablement il ne faut pas la comparer au fonctionnement d'une entreprise, et l'appartenance à une union monétaire disposant d'un prêteur en dernier ressort crédible. Cette configuration donc réduit la probabilité d'un choc brutal, mais elle accroît simultanément la dépendance à des conditions financières favorables. À mesure que le stock de la dette augmente, la marge d'erreur politique se contracte. Et donc on a un véritable déséquilibre aujourd'hui, une persistance du déficit primaire. La dette n'est que l'accumulation des déficits
antérieure. Certains la datent des années 1980, 1990. Et donc le problème français ne réside pas tant dans le niveau absolu du stock que dans la dynamique des flux. Et l'incapacité chronique à rétablir un excédent primaire en période d'expansion traduit une asymétrie structurelle. Les politiques de soutien sont activées en phase de ralentissement, mais les phases de croissance ne donnent pas lieu à des consolidations proportionnées. Et cette asymétrie explique le maintien d'un déficit public sensiblement supérieur à la moyenne européenne, comme le disait M. Ecaille, y compris après l'extinction des mesures exceptionnelles liées aux crises sanitaires, comme la crise du Covid-21, Covid-19. Avec un ratio donc supérieur à 110% du PIB, la France aujourd'hui demeure dans une zone de soutenabilité conditionnelle. La dynamique reste maîtrisable tant que le niveau d'intérêt effectif n'excède pas durablement la croissance nominale. Or, cette relation n'est jamais acquise. Elle dépend d'un environnement macro-financier instable par nature, comme on le voit actuellement, et une hausse persistante des taux réels ou un ralentissement prolongé de la croissance suffirait à inverser la dynamique, transformant un ajustement progressif en correction abrupte et politiquement coûteuse. La politique monétaire est un filet de sécurité et non un substitut budgétaire. Et donc l'intervention massive des banques centrales, et notamment de la Banque centrale européenne, au cours de la dernière décennie, a profondément modifié l'équilibre budgétaire des États. Les programmes d'achat d'actifs ont comprimé les primes de risque et réduit la probabilité des crises autoréalisatrices sur les dettes souveraines. La BCE dispose désormais d'instruments explicites destinés à prévenir les tensions excessives sur les spreads et à préserver la transmission uniforme de la politique monétaire. Toutefois, ces mécanismes sont conditionnels. Leur activation suppose la conformité au cadre budgétaire européen et la crédibilité des trajectoires nationales. Et donc, confondre filet de sécurité monétaire et garantie inconditionnelle reviendrait à méconnaître la nature contractuelle de l'union monétaire. Et donc, l'externalisation durable du risque souverain à l'autorité monétaire impliquerait en contrepartie une réduction progressive de l'autonomie budgétaire. Le débat public aujourd'hui tend à focaliser l'attention sur le montant absolu des intérêts versés. Or, leur niveau actuel, bien qu'en hausse, ne constitue pas en soi un facteur de crise. L'inflation a tempéralement contribué à réduire la valeur réelle du stock de dette et à alléger la contrainte budgétaire apparente. La véritable question n'est pas celle du coût immédiat, mais celle de la sensibilité marginale du budget aux variations de taux. Plus le stock de dette est élevé, plus l'élasticité de la charge d'intérêt au choc financier augmente. Cette sensibilité constitue un indicateur aujourd'hui avancé de vulnérabilité indépendamment de toute tension immédiate. La stabilisation durable du ratio de dette suppose un ajustement structurel de plusieurs points de PIB. Et donc, les marges fiscales sont étroites dans une économie caractérisée par un niveau déjà élevé de prélèvements obligatoires. Une hausse massive de la fiscalité pèserait sur la compétitivité et l'attractivité, tandis qu'un ajustement concentré sur les ménages serait socialement et politiquement limité, et notamment dans une crise, dans une situation comme aujourd'hui. Gabriel Zucman parle justement d'une taxe sur les ultra-riches. C'est peut-être la solution, mais on pourra en parler par la suite. Dans ce contexte, donc, la révision des règles budgétaires européennes introduit une flexibilité accrue permettant des trajectoires pluriannuelles différenciées, notamment en présence d'investissements stratégiques. Mais cette souplesse modifie le tempo de l'ajustement sans en supprimer la nécessité. L'essentiel de l'effort devra porter sur la dynamique des dépenses et donc la structure budgétaire française dominée par les transferts sociaux et les dépenses publiques de fonctionnement rend inévitable une réflexion sur l'efficacité et la priorisation de ces postes. Une croissance plus soutenue et une augmentation du taux d'emploi allégerait mécaniquement la contrainte budgétaire et donc l'élévation du taux d'activité des seniors constitue à cet égard un levier majeur, comme on le voit aujourd'hui avec la réforme des retraites.
Néanmoins, l'histoire économique invite à la prudence et donc les effets des réformes structurelles sont graduels, incertains et souvent surestimés dans les projections initiales. Et donc la croissance peut faciliter, excusez-moi, l'ajustement, mais elle ne peut s'y substituer. La concentration du débat sur la dette publique occulte un autre facteur de fragilité, l'endettement des entreprises, dont le niveau relatif excède celui observé dans plusieurs économies comparables. Et cette dette, donc majoritairement bancaire, expose le tissu productif à un resserrement prolongé des conditions de crédit. Contrairement à l'État, les entreprises ne disposent ni d'un accès illimité au refinancement, ni d'un pouvoir fiscal compensatoire. L'augmentation des défaillances observée récemment, au cours de l'année 2025, illustre la sensibilité accrue du secteur productif aux chocs financiers, prudentiels et extra-financiers. Donc, au-delà des agrégats, la dette est donc un problème de crédibilité intertemporelle et donc les investisseurs évaluent moins le niveau instantané du ratio que la cohérence et la constance de la trajectoire annoncée. Et donc la confiance ne se décrète pas, elle se construit par la prévisibilité des choix budgétaires et leur inscription dans un cadre institutionnel stable. Cette exigence de cohérence vaut également pour les entreprises dont l'accès au financement dépend désormais de la solidité des modèles économiques et de la capacité à absorber des chocs macroéconomiques. Donc pour conclure, la dette publique française ne constitue pas une crise immédiate. Elle représente une contrainte stratégique cumulative et donc l'absence de tension présente ne préjuge en rien de la résilience future. Plus l'ajustement est différé, plus il risque d'être imposé par les circonstances plutôt que choisi. L'objectif minimal d'une politique budgétaire responsable consiste à stabiliser durablement le ratio de dette hors période exceptionnelle. Et cela suppose une classification des priorités, une hiérarchisation des dépenses et une trajectoire crédible, articulée à une stratégie de croissance. Le temps de l'expertise est largement accompli. Celui de la décision collective engage désormais la soutenabilité économique et la souveraineté budgétaire à long terme. Voilà pour mes propos. Je vais laisser M. François Écaille donner ses solutions et par la suite, je donnerai ma solution. Alors, je reviens. Donc, en effet, les économistes disent souvent que le plus important, c'est d'arriver à stabiliser la dette à un pourcentage du PIB, quel que soit le niveau d'une certaine façon. Parce que ce qui est plus important, en effet, c'est la trajectoire, que le niveau en lui-même de la dette publique. Et beaucoup de discussions d'économistes sur la politique budgétaire tournent autour des conditions qui permettent de stabiliser la dette publique. Et notamment, ils mettent en avant une petite formule arithmético-comptable qui dit que pour arriver à stabiliser la dette en pourcentage du PIB, il faut dégager un solde primaire. Alors, le solde primaire, c'est recettes moins dépenses publiques, mais sans mettre les intérêts dans les dépenses publiques. Voilà. Donc, recettes moins dépenses, sauf les intérêts. Donc, il faut dégager un solde primaire qui est égal au produit de la dette par l'écart entre le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance du PIB. Voilà, donc il y a trois facteurs clés, le poids de la dette, le taux de croissance du PIB et le taux d'intérêt de la dette. Alors, il se trouve que il y a un peu plus d'un an, j'ai signé une tribune avec Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI, qui est un des spécialistes reconnus de ce sujet, voilà, l'écart entre taux d'intérêt et taux de croissance sur des conditions de stabilisation de la dette. Et avec les hypothèses qu'on a prises, en fait, qui est que sur moyenne longue période, on pouvait avoir une égalité entre taux de croissance et taux d'intérêt. C'est un compromis entre des positions divergentes des économistes. Dans ces conditions-là, il fallait dégager un solde primaire nul pour stabiliser la dette. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas du tout,
on n'est pas du tout à un solde primaire nul en 2024, donc dernier point connu à nouveau. On avait un solde primaire qui était un déficit de presque 4 points de PIB, 120 milliards d'euros. Et donc la conclusion, c'est que bah, pour reprendre le contrôle de la dette, il faut faire un effort de l'ordre de 4 points de PIB, 120 milliards d'euros. C'est énorme, c'est pas impossible. En fait, on l'a déjà fait en France, à peu près. On l'a fait à deux périodes. Dans les années 94-98, lorsqu'il a fallu ramener le déficit à 3,0% du PIB pour que l'euro puisse se faire. Voilà, c'était la condition pour entrer dans la zone euro. Et puis on l'a fait dans les années 2011-2015, après la crise de 2008-2009, pour à nouveau aussi revenir à un déficit public de 3 points de PIB. Donc on l'a déjà fait, on l'a fait avec plutôt des prélèvements obligatoires d'ailleurs. Donc c'est possible, mais aujourd'hui on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation d'abord parce que le contexte politique évidemment n'est pas du tout le même. Et puis on n'est pas non plus dans la même situation parce que on a des dépenses publiques dans deux domaines qu'il faudrait augmenter très fortement si on veut respecter nos engagements internationaux. Le premier, c'est le domaine militaire, puisque si on veut atteindre la nouvelle cible de l'OTAN pour les dépenses militaires, 3,5 points de PIB, ben, comme aujourd'hui on est à 2,0 à peu près, ben, 1,5 point de PIB, c'est 45 milliards de dépenses en plus, voilà, chaque année. Alors pas tout de suite, hein, mais de toute façon, oui, de toute façon, cet effort de 120 milliards, il n'est pas à faire en une année. On peut discuter d'ailleurs du nombre d'années, mais bon, c'est à faire sur quelques années, disons à l'horizon de 2030. Mais donc à l'horizon de 2030, il faudra augmenter les dépenses militaires de 45 milliards et augmenter les dépenses environnementales si on veut respecter nos engagements de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre d'à peu près autant, 40 milliards. Voilà, donc c'est 120 milliards. Alors sur les 120 milliards, on en a probablement déjà fait quand même une vingtaine en 2025 avec des hausses d'impôts nouveau. Donc mettons 100 milliards, mais en réalité c'est beaucoup plus si on laisse de côté ces deux postes, dépenses militaires et dépenses environnementales, et si on veut aussi financer ce supplément de dépenses. Donc là ça commence à devenir quand même énorme. Ça devient énorme. Comment est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut, la meilleure solution, c'est toujours d'avoir une croissance plus forte, hein. Si vous avez une croissance plus forte, bah, vous avez plus de recettes publiques, plus d'impôts, plus de cotisations. Si vous ne dépensez pas plus, bah, mécaniquement, vous réduisez votre déficit. Le problème, c'est que, voilà, comme Julien l'a dit, on ne sait pas forcément très bien comment avoir une croissance plus forte. Tous les gouvernements ont espéré avoir trouvé la baguette magique permettant d'avoir une croissance plus forte et d'ailleurs fait des programmes à moyen terme de finances publiques reposant sur une croissance un peu trop optimiste. Mais aussi d'ailleurs, croissance, on se débat sur déficit et croissance. Il y a aussi ceux qui disent, et non sans raison, que si on prend trop de mesures trop fortes de redressement des finances publiques, ça va casser la croissance aussi. Et c'est vrai. Qu'à court terme, en tout cas, il y a des effets keynésiens. Si vous réduisez le déficit, que ce soit par des hausses d'impôts ou par des économies sur les dépenses, alors ça va dépendre des instruments que vous allez utiliser en pratique, mais vous avez quand même toujours des effets négatifs à court terme sur l'activité économique. Et les pays du sud de l'Europe qui ont connu, qui ont pris des mesures de redressement sous la contrainte très importante il y a une douzaine d'années, ont bien vu, hein, la croissance est cassée à la figure, le taux de chômage a augmenté, etc. Mais en général, quand même, ce sont des effets qui s'atténuent avec le temps, et alors plus ou moins vite. Et au bout d'un certain temps, on peut repartir sur de nouvelles bases. Et puis, il y a des mesures de redressement qui peuvent permettre même à moyen terme d'avoir une croissance plus forte.
Ce sont les mesures qui permettent, par exemple, d'augmenter la population active et finalement l'emploi et la croissance. Il y en a une qui est tout à fait d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup, c'est le recul de l'âge effectif de départ à la retraite. Si vous reculez l'âge effectif moyen de départ à la retraite, on peut discuter de l'instrument, hein, il y a plusieurs façons de le faire, et ben vous avez mécaniquement plus de population active et finalement, toutes les expériences dans les autres pays, et même en France avec la réforme de 2010, montrent que ça se traduit par plus d'emplois, un taux d'emploi plus important, même celui, y compris, et surtout même d'ailleurs celui des seniors, donc un taux d'emploi plus élevé, et donc plus d'emplois, plus de croissance, plus d'activité économique. Voilà, donc il y a une première solution à notre problème de finances publiques qui est de continuer, voilà, on peut en discuter des moyens, à faire en sorte que l'âge de départ à la retraite recule, comme ça a déjà été le cas dans la plupart des autres pays. Bon, mais ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, et donc après, il faut revenir aux moyens plus classiques, soit on augmente les impôts ou les cotisations sociales, soit on fait des économies sur les dépenses. Je reviendrai sur les dépenses. Je pense que l'essentiel doit être fait par des économies sur les dépenses. On a le niveau de dépenses, voilà, qui est le deuxième le plus élevé de l'Union européenne et de l'OCDE. Donc, je pense il y a matière à faire des économies, mais ça ne suffira pas, on n'y arrivera pas. Et donc, il faudra aussi augmenter les prélèvements obligatoires. On a d'ailleurs commencé. La seule chose que je veux dire à ce stade, c'est qu'il ne faut pas trop les augmenter sur les entreprises. Les prélèvements sur les entreprises obligatoires sont déjà très élevés. Nous situent au troisième rang de l'Union européenne, malgré toutes les aides dont on parle, les cadeaux 100 milliards, 200 milliards. La plupart de ces aides, entre guillemets, c'est par exemple, un très gros paquet, c'est les allègements de cotisations sociales. Et quand je dis qu'on a le niveau de prélèvement obligatoire, le troisième de l'Union européenne, impôts et cotisations sociales, c'est après avoir déjà déduit tous ces allègements de cotisations sociales. Ce qui compte, c'est ce qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale ou de l'État. Donc après déduction de tous les allègements ou de toutes les réductions d'impôts, taux exonération, etc. pour ce qui est des impôts. On reste les troisièmes pour ce qui est des prélèvements sur les entreprises en pourcentage de leur valeur ajoutée, par exemple. Après, il y a aussi des aides directes, ça existe, mais même si on retire à nouveau les aides directes, eh ben, on est les deuxièmes ou troisièmes, on est toujours sur le podium en matière de prélèvement net sur les entreprises. Et ça pose donc des problèmes de compétitivité. Ce n'est pas étranger au fait qu'on a un déséquilibre permanent depuis 20 ans de nos échanges de biens et services. On est en déficit permanent et comme on l'a dit, on est globalement endetté vis-à-vis du reste du monde. Donc, il y a des choses à faire, bien sûr, il y a des choses à faire. On peut tout certainement trouver quelques milliards en rabotant, en modifiant les allègements de cotisations, en rabotant le crédit d'impôt recherche, en luttant contre la fraude, comme nous le dira certainement Julien, bien sûr. Mais on ne va pas trouver 100 milliards. Voilà. Et donc, après, si ce n'est pas les entreprises, c'est les ménages. Et les ménages, en fonction de leur capacité contributive, donc là je laisse ouvert sur le débat sur les capacités contributives des uns et des autres. Mais donc il faudra faire quelque chose, il faut faire quelque chose, parce que bon, les économies sur les dépenses, ça va quand même être très compliqué. Je pense qu'il va falloir en faire, mais si on regarde par exemple, si on veut faire des dizaines de milliards d'économies sur les dépenses, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas faire ça uniquement en faisant des économies sur le coût de fonctionnement de l'Élysée ou de l'Assemblée. Ça, c'est négligeable en termes d'enjeux financiers. C'est politiquement et symboliquement, c'est important, mais en termes d'enjeux financiers, c'est rien. Donc, si on veut faire des dizaines de milliards d'économies, il faut les faire sur les gros postes de dépenses. Et là, ça commence à devenir compliqué. Parce que quand on regarde la répartition des dépenses publiques, on voit que le principal poste de dépense, 25%,
le quart des dépenses publiques, ce sont les retraites des retraités actuels. Tout à l'heure, quand je parlais de recul de l'âge de départ à la retraite, ça ne concerne que les retraités futurs. Là, aujourd'hui, c'est les retraités actuels qui reçoivent 25% des dépenses publiques. Et là, il n'y a pas 36 moyens pour réduire ces dépenses. Il y en a un qui est très bien, très connu et qui est très mécanique, qui consiste à ne pas indexer les retraites sur l'inflation, ou les indexer sur un peu moins que l'inflation. Chaque fois que vous indexez des retraites sur un point de moins que l'inflation, vous faites une économie de 4 milliards à peu près. Bon, donc il faudra le faire probablement pendant plusieurs années. Donc voilà, donc un quart des dépenses, c'est ça. Ensuite, on a 20% des dépenses publiques, c'est la santé. La santé, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dans le cas des retraites, enfin, compliqué intellectuellement déjà, parce que dans le cas des retraites, on voit bien que, alors, politiquement, c'est très compliqué, mais techniquement, il suffit, entre guillemets, de bouger deux ou trois paramètres, comme les règles d'indexation, l'âge minimal, la durée de cotisation pour avoir le taux plein. Voilà. On sait très bien qu'en jouant sur ces quelques paramètres, on a des effets assez automatiques et assez massifs. La santé, c'est beaucoup plus compliqué parce que les dépenses en matière de santé, elles sont largement décidées par des dizaines de milliers de médecins à travers leurs prescriptions, sur lesquelles on a du mal à avoir, je veux dire, un contrôle et à les piloter. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'économies à faire, je pense, dans le système de santé, même si beaucoup considèrent, et c'est vrai qu'à certains endroits, dans certains domaines, il y a une saturation, il y a un manque, voilà, il y a plein de besoins non satisfaits, mais il y a aussi beaucoup d'inefficacité dans le système en termes de coordination des différents acteurs, en termes d'organisation des soins. Voilà, on a aussi une caractéristique en France, c'est que les ménages payent très peu les dépenses de santé. Entre les remboursements de l'assurance maladie et les remboursements des assurances complémentaires, au final, ce que payent les ménages, c'est très faible en pourcentage des dépenses de santé par rapport à, on est le pays où c'est le taux le plus faible, le pourcentage le plus faible de l'Union européenne. Donc on se dit aussi qu'on pourrait augmenter la participation des ménages par des forfaits, franchises, hausse de tickets modérateurs, etc. Alors, ça pose un problème social. Ça pose un problème social puisque bah, ça peut coûter très cher à des gens qui ne peuvent pas se le payer. Moi, je suis, alors on pourra en reparler, mais je suis favorable à un mécanisme qui permettrait de plafonner ce qu'on appelle les restes à charge en pourcentage du revenu. Une fois qu'on les aura plafonnés, on pourra augmenter voilà, sans avoir ce problème social, on pourra augmenter franchise, ticket modérateur, etc. Donc ça, c'est la santé. Après, on a le troisième poste, c'est les dépenses des collectivités locales, 20% des dépenses publiques. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Je vais vous donner une illustration. On a des séries sur les effectifs des trois fonctions publiques, État, collectivités locales et hôpitaux depuis 97, sur 25 ans. Sans même compter les emplois qui ont été transférés aux collectivités locales par l'État en contrepartie de transferts de compétences, notamment dans les années 2000. On a une hausse des effectifs des collectivités locales de 45% sur ces 25 ans. 45%, alors que la population a augmenté, je crois que c'est à peu près 15%, et l'emploi dans le privé, c'est un peu plus, de l'ordre de 18-20%. Et l'emploi dans les services de l'État et de ses agences et opérateurs, c'est 8%. Pourquoi? Parce que bah, l'État a supprimé des emplois dans les années Sarkozy. Après, ça a réaugmenté un peu, mais au total, la croissance des effectifs dans les services de l'État et de ses agences, comme on dit, c'est relativement faible. Donc l'État a fait des efforts, mais les collectivités locales, pour le moment, n'ont pas fait beaucoup. Mais chaque fois que je dis ça, je fais monter au rideau tous les élus locaux, tous partis politiques confondus, qui vont vous expliquer qu'il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Toutes les collectivités locales sont à l'os, il y a plein de besoins non satisfaits, et non, il n'y a pas d'économie à faire dans les collectivités locales. Voilà, donc après, bah, les dépenses de l'État et de ses agences, comme on dit souvent, c'est 12% du total. Alors oui, il y a des économies à faire, sauf que, comme je disais tout à l'heure, il va falloir augmenter les dépenses militaires
militaires et les dépenses environnementales. Après, à peu près la moitié en termes d'effectifs, par exemple, la moitié des effectifs de l'État, c'est l'éducation. Donc, c'est pas évident non plus, même si la baisse des effectifs, alors du nombre d'élèves, etc., peut permettre sans doute de faire quelques économies. Enfin, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans ces fameuses agences, etc. Mais si on se contente de les réorganiser, de les supprimer et de faire des économies sur les coûts de fonctionnement, on n'ira pas loin, hein, en réalité. Ce qu'il faut derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière ces agences, elles payent souvent des subventions, des aides, etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à remettre en cause. C'est possible. Il y a aussi là des milliards d'euros d'économies à faire, mais c'est pas aussi simple que souvent on le dit. Voilà, donc tout ça est possible. Je crains malheureusement qu'on ne le fasse pas. Là, le budget qui est en cours qui est voté ne permet pas de faire beaucoup d'économies. La seule mesure de redressement des finances publiques qu'on trouve dans ce budget, c'est la hausse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui nous met aujourd'hui, le dernier rapport de l'OCDE sur l'impôt sur les sociétés de novembre dernier nous montrait qu'avec la majoration exceptionnelle, mais qui probablement ne sera pas exceptionnelle du taux d'impôt sur les sociétés, l'OCDE nous dit que le taux d'IS aujourd'hui en France, c'est 36%, avec cette majoration exceptionnelle, et ça nous place au premier rang des 145 pays couverts par ce rapport de l'OCDE. Donc, il n'y a pas que le taux de l'IS qui compte en termes de choix de localisation des entreprises, il y a aussi l'assiette du l'IS, et puis il y a des taux d'autres facteurs, l'infrastructure, la qualité de la main-d'œuvre. Mais enfin, c'est quand même un très mauvais signal qui est envoyé aux entreprises dans la mesure où on peut penser que ça ne va pas rester exceptionnel. On a tendance en France à faire des impôts exceptionnels qui durent. Euh, et je, et donc, je suis très pessimiste sur nos capacités à redresser nos finances publiques. Je pense que finalement, voilà, la dette va continuer à augmenter jusqu'au jour où les marchés commenceront à s'inquiéter, à se dire que la BCE ne pourra pas intervenir. Mais je ne sais pas quand ça sera, si ça sera dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Je pense que ça arrivera un jour, mais qu'on ne se réformera que sous la pression d'une crise, qui n'est pas très originale. La plupart des pays qui ont pris des mesures très importantes de redressement de leurs comptes publics, ils l'ont fait après une crise. Sans même parler des pays du sud de l'Europe, là, il y a une douzaine d'années, on cite souvent un autre exemple qui est la Suède, qui a réussi, elle, à réduire ses dépenses publiques de quasiment 10 points de PIB en 10 ans, mais elle l'a fait dans les années 90, après une très grave crise financière. Voilà, donc je crains qu'il faille en arriver là pour faire quelque chose. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Pour ma part, on va donc clore le débat en quelque sorte avec mon sujet de prédilection qui est la lutte contre la fraude fiscale. Je tiens à préciser que ce soit M. Écaille ou moi, nous ne sommes pas politiquement engagés, donc on agit en tant que justement intellectuel et technicien. Donc je suis conscient que justement la lutte contre la fraude fiscale ne peut être la clé de voûte de l'ajustement budgétaire. C'est vrai que selon les études, notamment l'étude faite par le syndicat Solidaire Finances Publiques, la fraude fiscale est estimée entre 80 et 100 milliards. C'est justement l'étude qui est prise en compte par l'ensemble des partis politiques, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je la cite. La fraude fiscale, il est vrai, ne représente pas elle seule plusieurs points de PIB, hein. Je suis assez d'accord avec les personnes qui me disent c'est pas avec ça que justement on va réduire le déficit chaque année. Bon, après, le déficit, c'est 120 milliards, si je ne me trompe pas, sur 120 ou 150 milliards. Donc, ça pourrait être une part non négligeable. La solution que je propose, moi, pour lutter contre la fraude fiscale, c'est une solution qui est technologique et donc un couple IA plus expertise métier. En gros, l'IA ne permettra pas de remplacer l'agent
Direction générale des finances publiques. C'est pour ça qu'ils apprécient notamment ma solution. Et donc, la première étape serait d'utiliser une blockchain. Qu'est-ce qu'une blockchain? Vous pourrez me dire, c'est une chaîne de blocs ou de conteneurs numériques dans lesquels sont stockées des informations de toute nature. On peut dire que c'est un registre numérique inaltérable, plutôt, bâti sur un consensus entre les participants de toutes les étapes ou séquences d'une opération. Pour garantir donc la fiabilité et l'intégrité des données, la blockchain fait appel à des mineurs qui sont choisis parmi ces intervenants, donc les institutions financières, les entreprises, les citoyens, qui, suivant des règles prédéfinies, valident les informations avant de les inscrire pour toujours sur la blockchain. Et donc, les blocs d'informations horodatés et ajoutés à la chaîne ne peuvent plus être modifiés. C'est là un avantage pour les gens qui travaillent dans les banques. Ils sauront qu'est-ce qu'on fait dans les paradis fiscaux. Et donc, la blockchain serait utilisée en vue de créer un registre numérique européen accessible à l'ensemble des administrations fiscales nationales et répertoriant l'ensemble des transactions. Donc, créer un registre numérique international, malheureusement, me semble difficilement réalisable, du fait de la pression politique et des signatures trop récentes des conventions d'assistance administrative en matière fiscale. Toutefois, une autre solution consisterait à ce que la gestion de cette blockchain et du registre affaires puisse être confiée à une organisation internationale créée ad hoc, dont la gouvernance associerait les États et les institutions financières privées et dont les statuts garantiraient son indépendance. Avec donc un mandat clair, des possibles immunités, transparence de fonctionnement, caractère non renouvelable des fonctions dirigeantes, etc. Un tel registre offrirait des garanties d'information fiables et aisément accessibles tant pour les États que pour les institutions privées, d'une nature différente des structures de règlement international actuellement sur le marché, telles que SWIFT. En conséquence, donc, les législations fiscales nationales pourraient prévoir qu'en cas de contrôles fiscaux et d'éventuels redressements, une présomption de régularité et de fiabilité des informations afférentes s'applique en faveur des transactions réalisées par cette organisation internationale ad hoc. Donc, ça serait ce qu'on pourrait dire une charge de preuve aménagée. Par ailleurs, il serait impératif que les sociétés qui choisissent de ne pas y participer assument une charge de preuve aménagée, qui les contraindrait donc à démontrer la conformité de toutes leurs opérations. Et donc, ce cadre novateur, en établissant donc des normes claires et des obligations précises, pourrait ainsi favoriser une culture de la transparence tout en dissuadant les comportements évasifs. Utiliser la blockchain plutôt qu'un registre offre plusieurs avantages significatifs selon moi, notamment en termes de sécurité, de transparence et de décentralisation. Contrairement à un registre traditionnel qui peut être facilement modifié ou falsifié par une entité centrale, la blockchain repose sur un système de consensus distribué, rendant toute tentative de manipulation presque impossible, sans l'accord de la majorité des participants. De plus, chaque transaction est enregistrée de manière chronologique et immuable, garantissant ainsi une traçabilité complète et vérifiable. Cela accroît la confiance entre les parties prenantes, car les informations sont accessibles à tous et ne dépendent pas d'une autorité unique. La blockchain apporte donc une robustesse et une confiance accrue qui dépassent les capacités d'un simple registre. Néanmoins, il convient d'apporter une perspective réaliste, car la blockchain présente certaines limites également. En effet, certains pourraient considérer qu'il est plus complexe d'obtenir l'accord de tous les États sur une blockchain que sur des traités ou des conventions fiscales, notamment avec des pays comme l'Irlande, le Luxembourg, Chypre ou Malte. Par ailleurs, la blockchain entraîne une consommation d'énergie supérieure pour les gens qui défendent l'écologie. Et donc, ce n'est pas le cas d'un registre traditionnel. Enfin, les coûts
liés à la création et à la gestion d'une blockchain peuvent s'avérer élevés, alors qu'un registre classique peut se révéler moins onéreux. Après avoir utilisé la blockchain, on devrait utiliser dans une deuxième étape le machine learning, qui permettrait d'appuyer les administrations fiscales nationales et de repérer tous les actifs non déclarés par les contribuables. Il ne faut pas l'oublier, le contrôle fiscal n'est pas réalisé au hasard et exige une phase préalable de recueil d'informations. Pour la Direction générale des finances publiques, il s'agit notamment de faire émerger les insuffisances de déclaration de recettes, les domiciliations fictives qu'on a vu avec M. Hallyday, les fraudes à la TVA, les carousels à la TVA, etc. Et donc, les services de l'administration fiscale peuvent utiliser plusieurs types de procédures de collecte d'informations. Le droit de communication qui permet d'obtenir des documents auprès des entreprises, administrations ou d'organismes divers, et le relevé d'informations comptables. Le droit d'enquête qui permet de rechercher les infractions aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA ou encore la procédure de visite et de saisie. La mission de recherche d'informations est donc primordiale. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du data mining déjà utilisé par l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude à la TVA apparaît particulièrement pertinente, bien qu'elle soit moins efficace pour analyser des montages fiscaux complexes. Avec ma proposition, je déplace effectivement le curseur vers l'intelligence artificielle. Cependant, toute application de cette technologie dépendra du choix des données d'entraînement et de test, ce qui impliquera donc un biais de sélection initiale déterminé par l'expertise native. Néanmoins, il serait possible d'établir une forme d'éthique algorithmique afin de minimiser ces biais. Selon moi, le machine learning présente des avantages notables par rapport au data mining. Et tout d'abord, il se caractérise par sa précision et son adaptabilité. En apprenant en continu à partir de nouvelles données, il est en mesure d'affiner ses prédictions et s'avère particulièrement efficace dans la détection de la fraude fiscale. De surcroît, grâce à des algorithmes avancés, le machine learning permet une analyse prédictive offrant la possibilité d'anticiper les comportements futurs des contribuables. Et cela aide la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, à prévoir les problèmes et à adopter des mesures proactives. Dans un contexte où les volumes de données sont colossaux, le machine learning démontre également une capacité supérieure à traiter ces vastes quantités d'informations de manière plus rapide et efficace, alors que les méthodes de data mining traditionnelles. En outre, les algorithmes de machine learning sont capables de déceler des relations et des schémas complexes dans les données, souvent inaccessibles aux méthodes plus simples. Et ce niveau donc, de sophistication se traduit également par l'automatisation de nombreuses tâches analytiques, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle et améliorant l'efficacité opérationnelle. Enfin, les modèles de machine learning peuvent être adaptés en fonction des différents types de contribuables ou de situations fiscales spécifiques, qui permet ainsi une approche plus ciblée et pertinente. Cette proposition nécessite bien évidemment les efforts de toutes les administrations, une adaptation du cadre normatif à cette nouvelle pratique, ainsi qu'une montée en compétence des équipes de la Direction générale des finances publiques sur ces nouveaux sujets, et notamment avec l'aide des data scientists et des data engineers. Un premier obstacle pourrait venir du manque de coopération de certains pays, comme je l'ai dit, et du fait que chaque pays est souverain de sa politique fiscale, le fameux secret fiscal. Le deuxième obstacle d'ordre juridique a été soulevé en septembre 2021 par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, et notamment avec la CNIL. L'exécutif français a demandé son avis à la CNIL en charge de ces sujets et celle-ci s'est montrée moins enthousiaste que les autorités et administrations fiscales, tout en acceptant l'importance de la recherche d'infractions et constatant que le projet contenait certaines garanties sur le traitement
non automatisés et le nombre limité d'infractions qui seraient sanctionnées, la CNIL a mentionné expressément des réserves afin de préserver un équilibre entre l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits et libertés des personnes. La CNIL reste toujours très sensible à la question des libertés individuelles. Encore récemment, l'institution a réitéré ses commentaires relatifs au contrôle strict des données collectées en fonction de leur destination. Et cette analyse toujours détaillée des propositions de l'exécutif est le minimum pour assurer une proportionnalité des dispositifs. Elle n'empêche pas et ne doit pas empêcher un contrôle approfondi du juge. Il est noté de ce point de vue que le contrôle du législateur est indispensable et que la proportionnalité doit être maintenue. Ainsi, seules les données nécessaires à la détection de la fraude fiscale doivent être utilisées et le contribuable doit pouvoir accéder au contenu, au traitement et à la nature des données. La question de la collecte des données qui ne permettrait pas de mettre en évidence les infractions ciblées au départ, mais qui pourrait se révéler utile pour mettre en évidence d'autres infractions inconnues lors de la collecte, pose une autre question essentielle comparable à celle qui a animé la communauté internationale au sujet des opérations de phishing auprès des banques pour rechercher des comptes non déclarés. La question est ici encore plus problématique si lors de la mise en place de la recherche, on n'est pas en mesure de justifier le recours à l'intelligence artificielle pour rechercher des infractions possiblement identifiées au préalable. Cet outil est plus intrusif et moins contrôlé que l'humain. Je tiens à dire que cette technologie ne remplacera pas l'expertise des agents de la DGFiP. Anticiper des suppressions d'emplois du fait de cet outil apparaît risqué. Et si poursuivre un investissement dans cette technologie est souhaitable, elle n'est pas une raison suffisante pour poursuivre la réduction des personnels du contrôle fiscal. C'est l'expertise humaine qui alimente l'algorithme, ne l'oublions pas. Et l'algorithme ne peut être qu'un outil au service du travail humain. Rappelons-le, un inspecteur de la Direction générale des finances publiques coûte entre 50 000 et 100 000 euros par an selon le profil. Mais si l'on considère les résultats du contrôle fiscal, il rapporte 1 500 000 euros. Il est de facto hors de question de faire du contrôle fiscal automatisé, un moyen de supprimer les effectifs. Appliquons l'expression quand on veut, on peut. Si le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite réduire la fraude fiscale de notre quotidien, cela nécessite la mobilisation et l'intégrité de chacun, bien évidemment. Voilà pour moi, notre petit débat à la fin. Je tiens à remercier en tout cas la revue Le Contemporain, M. François Écaille, pour cette participation. Et j'espère que vous aurez énormément de questions à nous poser. Je vais mettre fin du coup à l'enregistrement.